Bienvenue sur Ici Éco. La commission parlementaire chargée de la réforme bancaire s'est réunie cette semaine sous la présidence du député Ibrahim Kenaan, en présence du ministre des Finances Yassine Jaber, du ministre de l'économie Amr Bsat et du gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd. La séance a porté notamment sur l'article 5 du projet de loi relatif à la formation de la haute autorité bancaire, laquelle sera chargée, dans les faits, de trancher sur toute question liée à la liquidation, à la fusion ou à la restructuration des banques, en fonction de leur situation suite à une évaluation indépendante. À cette occasion, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a soumis une proposition concrète visant à amender le projet gouvernemental. Celle-ci a été discutée de manière préliminaire avec les parties présentes, y compris les ministres et la commission de contrôle des banques. Il a été décidé d'accorder quelques jours supplémentaires aux parties concernées pour examiner le sujet, d'autant plus que la proposition met l'accent sur l'indépendance de la Banque du Liban et de la haute autorité face à toute ingérence politique de la part du gouvernement ou financière de la part des banques. Dans le détail, la proposition appelle à la création d'un organe indépendant sans désignation d'experts par le gouvernement ni de représentants des banques, étant donné que cet organe sera amené à prendre les décisions concernant la situation des établissements bancaires. Cette proposition sera discutée plus en profondeur lors de la prochaine séance et en même temps que l'article 6 concernant les obligations des membres de cette autorité. Durant cet épisode, nous examinons les principaux dossiers économiques et financiers avec le professeur Maroun Khater, qui est chercheur en économie et en finance, notamment la réforme et la restructuration du secteur bancaire, la protection de l'indépendance de la Banque du Liban, ainsi que les récents développements politiques, à commencer par la levée progressive de l'embargo des pays du Golfe sur le Liban et ses répercussions économiques. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Khater. Merci Maurice. Une fois de plus, le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, agit en faveur de la régulation des opérations financières relevant de ses prérogatives. Dans ce cadre, il a mis en place un ensemble de mesures dans le cadre de la modification de la décision numéro 7548 portant sur les institutions fournissant le service de portefeuille électronique ainsi que sur la clarification de son usage réel et la couverture monétaire des fonds y étant déposé afin d'éviter toute utilisation abusive. Cette circulaire vient modifier une précédente relative aux échanges électroniques en mettant particulièrement l'accent sur le portefeuille électronique récemment apparu au Liban et sur l'institution financière qui le propose, la plupart étant des sociétés financières et non des banques commerciales. L'objectif principal est de restreindre l'usage du portefeuille à sa finalité initiale et d'exiger une couverture monétaire à 100% des montants qui y sont déposés. Donc voilà, pour commencer, la circulaire impose des règles strictes aux entreprises offrant ces services. Comment évaluez-vous ces mesures, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? À la suite de l'effondrement du système bancaire libanais, une bonne partie de son rôle a été reprise par les sociétés de transfert d'argent qui ont pris le contrôle des flux de transfert, que ce soit sur le plan local ou international. Ce phénomène, il est sous surveillance, notamment de la part des États-Unis, que ce soit directement ou indirectement à travers le FMI. Depuis la nomination du gouverneur de la Banque centrale, il a entamé une politique de réduction des plafonds des transferts en espèces, notamment sur les portefeuilles électroniques. Le but est certainement de lutter contre le blanchiment d'argent, mais aussi de réanimer les banques libanaises. C'est pour cela qu'il a émis la décision 13718 qui a pour but de restreindre l'activité de ces portefeuilles électroniques. Il a obligé les sociétés qui gèrent ces portefeuilles à couvrir à 100% leurs comptes auprès des banques et à souscrire des polices d'assurance. Le concept ou bien les mesures qui ont été prises sont des mesures restrictives qui ont pour but de resserrer le contrôle sur l'économie du cash. Mais en fin de compte, le but final, c'est un but ou un objectif qui est très clair pour la Banque centrale, c'est de reprendre le contrôle des flux financiers et d'appliquer sur les institutions non bancaires ce qui s'applique sur les institutions bancaires. Et cela va offrir aux banques l'opportunité de se repositionner dans l'écosystème monétaire libanais. Mais il faut dire quelque chose de très important, que ces mesures
côté efficacité, ne peuvent pas donner leurs résultats, leurs bons résultats, sans qu'on ait un plan de réforme ou de restructuration des banques qui est mis en vigueur. Mhm. Donc, mais quel effet cela porte-t-il sur le secteur financier dans son ensemble et quelle est l'importance d'une bonne restructuration du secteur bancaire pour que ce genre de circulaire soit appliqué d'une façon adéquate? La restructuration des banques, elle a des finalités et des objectifs qui sont bien plus importants que le fait de bien gérer les paiements électroniques sur les portefeuilles. La restructuration, elle permet premièrement aux déposants d'avoir accès à leurs droits, d'avoir un système bancaire qui est réglementé, d'avoir un pays qui gagne la confiance des bailleurs de fonds et des organismes mondiaux et arabes, et d'avoir un pays qui montre des atouts d'attraction des investissements. Et par suite, la restructuration des banques, c'est un pas qui est essentiel et crucial dans le long chemin de la réforme. Le projet de loi sur la réforme et la réorganisation du secteur bancaire, approuvé le 12 avril 2025, est perçu par le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, comme une menace à l'indépendance de la Banque du Liban. Premièrement, comment évaluez-vous l'approche du gouvernement concernant la réforme bancaire? La réunion du comité sous-commissionnaire de cette semaine, elle avait pour but de discuter les articles 5 et 6 en rapport avec le haut comité bancaire en termes d'obligations des membres et en termes de structure. Mais le gouverneur de la Banque centrale, il a suspendu le processus. C'est parce qu'il a proposé la mise en place d'une nouvelle commission qu'il a appelée la commission de réforme bancaire. Et c'est une instance qu'il voit nécessaire afin de prendre les décisions en rapport avec les banques en remplacement du haut comité bancaire. En tout état de cause, il n'y a rien qui a été voté et décidé et tout a été ajourné pour plus de discussions. Mais bon, à mon avis, à ce stade, il est nécessaire de s'aligner sur les idées du gouverneur. Partant de la logique que ce soit l'actuel haut comité bancaire ou la nouvelle instance qu'il propose de créer, les deux seront sous la tutelle, ou bien la Banque centrale et le gouverneur. Ils vont exécuter une tutelle sur ces organismes et sur ces instances. Et par suite, moi, je vois que le gouverneur de la Banque centrale, il a des préoccupations en rapport avec l'ingérence ou bien toute ingérence politique pouvant survenir et toute interférence du côté des banques. C'est pour cela, si on regarde un peu la composition de cette commission qu'il propose, c'est une commission où il n'y a aucun expert qui est nommé par le gouvernement et il n'y a aucun représentant des banques. Et par suite, ça peut augmenter un peu l'objectivité des décisions qui peuvent être prises par cette commission dans le cadre de la restructuration des banques. Et comme je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est le temps de donner une chance à ce gouverneur pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir préparer ses outils. Et après quoi, on attend à ce qu'il s'exprime d'une manière qui est explicite pour voir comment est-ce qu'il va aborder le sujet de la réforme et de la restructuration des banques. Mais le gouverneur de la Banque centrale, Karim Saïd, insiste sur l'importance de l'indépendance de la Banque du Liban. Pourquoi cette indépendance est aussi importante? En parlant de la nouvelle instance qu'il a voulu créer, le gouverneur de la Banque centrale a évoqué l'indépendance de la Banque centrale d'une manière qui est très spécifique. Mais l'indépendance de la Banque centrale en elle-même, c'est quelque chose de crucial. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à expliquer et d'ailleurs à appliquer. L'indépendance de la Banque centrale, c'est le fait de donner ou de permettre à la Banque centrale d'adopter une politique monétaire qui va lui permettre de financer la croissance à travers l'adoption d'un certain taux d'inflation cible, qui va lui permettre d'ailleurs de contribuer à la stabilité des prix. Et l'indépendance de la Banque centrale, elle se structure autour de trois principaux axes. L'indépendance organisationnelle, l'indépendance fonctionnelle et l'indépendance financière. Au Liban, l'indépendance de la Banque centrale, elle doit commencer par un chantier législatif dont le but, c'est vraiment de dissocier les politiques monétaires et financières afin qu'elles soient toutes les deux complémentaires et contributrices à la stabilité économique. La seconde étape, c'est vraiment une révision complète de toutes les dispositions du Code de la monnaie et
du crédit et notamment des articles 88 à 91, mais aussi il faut parler indépendance de la Banque centrale. C'est parce que le FMI et toutes les organisations mondiales ont intérêt à faire la liaison entre l'indépendance de la Banque centrale et l'essor ou bien la stabilité monétaire et économique des pays. C'est pour cela que cette indépendance est un facteur qui est très important. La Banque du Liban continue de coordonner avec le gouvernement et les commissions parlementaires concernées pour revoir certaines dispositions des projets de loi proposés afin de garantir leur comptabilité avec les lois bancaires en vigueur, tout en préservant l'indépendance et les prérogatives de la banque. Elle réaffirme également qu'elle ne propose ni d'adopter des lois, mais qu'en vertu de l'article 70 du Code et de la monnaie du crédit, elle joue un rôle consultatif auprès du gouvernement, conformément aux articles 71 et 72 du même Code, et applique les lois une fois adoptées par le Parlement. Quel est réellement le rôle du gouverneur et pourquoi observe-t-on une volonté manifeste de limiter ces prérogatives, pourtant garanties par la loi ou bien le Code du monnaie et du crédit? Moi, je ne vois pas qu'il y a des intentions à réduire ou à limiter sa manœuvre. Mais la Constitution et la loi, c'est bien ce qu'elles formulent. Et par suite, le rôle du gouverneur de la Banque centrale, c'est un rôle consultatif. Et c'est le gouvernement libanais qui va proposer les projets de loi et c'est le Parlement qui va voter. Et par suite, le rôle, c'est un rôle qui doit être bien délimité. Et je crois que ce discours, il a été bien prononcé par le gouverneur lui-même dans le cadre de sa conformité à la loi, à la Constitution. Et moi, je ne vois pas qu'il y a plus que ça dans ce cadre. Le gouverneur de la Banque du Liban aussi, Karim Saïed, a affirmé et continue à affirmer que la crise que traverse le Liban depuis 2019 est de nature systémique. Expliquez-nous, une fois pour toutes, pourquoi cette crise est une crise systémique. Il est essentiel d'affirmer avec force que cette crise, c'est une crise systémique. Premièrement, c'est parce que c'est une crise qui n'est pas le fruit d'un catalysme naturel ni d'un événement imprévisible. C'est une crise qui est le résultat de décisions humaines, de gouvernance défaillante et peut-être de politiques délibérées. C'est pour cela qu'elle a été causée par des personnes. Et ces personnes doivent être identifiées, tenues pour responsables et sanctionnées. Parce que le fait d'avoir l'impunité, c'est quelque chose qui n'est pas toléré dans un état de droit. Deuxièmement, c'est une crise systémique, c'est parce que c'est une crise qui touche profondément à l'ensemble du tissu économique et social du Liban. Et par suite, elle implique la Banque centrale, les banques, le pouvoir exécutif et législatif, etc. Elle est alors une crise qui a causé des failles structurelles. Et sa cause, elle n'est pas une cause conjoncturelle, c'est une cause qui est systémique. C'est pour cela qu'elle a touché à l'État libanais, au cadre réglementaire et même aux capacités de l'État à protéger les intérêts. Troisièmement, le secteur financier, à la fois public et privé, il est pleinement impliqué et complice dans cette crise. Et par suite, le fait de dire crise systémique ne veut pas dire qu'il y a une dilution des responsabilités, mais au contraire, il y a peut-être une répartition de ces responsabilités là où elles doivent l'être. Cela fait que la Banque du Liban, les banques commerciales et l'État ne peuvent en aucun cas s'exonérer de leur rôle dans l'effondrement. Et ils ont participé, soit par action, soit par omission, à la constitution d'un système qui est malheureusement voué à l'échec. Mais en conclusion, reconnaître que la crise du Liban, c'est une crise qui est systémique, ne doit pas conduire à la résignation, mais plutôt à la mobilisation qui est urgente et structurée. Et par suite, il faut parler de redressement du pays à travers une refonte profonde de toutes les institutions et à travers le fait de travailler ou bien de restaurer un cadre social de l'intégrité de l'État et aussi de la confiance des citoyens qui peut mener à un Liban qui est meilleur. Très bien. Quel rôle le secteur bancaire devrait-il jouer dans la relance économique? Le secteur bancaire, il doit jouer un rôle vraiment décisif, un rôle pivot et crucial dans la relance économique du Liban. Premièrement, c'est parce qu'il va jouer le rôle de filtration de toutes les opérations des flux entrants afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Il va
jouer un rôle qui est très important dans le financement de la restructuration et de l'essor de l'économie libanaise à travers le multiplicateur de crédit. Et il va jouer un rôle dans l'infrastructure qui est requise afin que le Liban redevienne un pays qui a vraiment des atouts d'attraction pour les investisseurs étrangers. Un pays qui se déclare dans le cadre d'une réforme qui n'a pas un secteur bancaire qui est bien développé, est un pays qui ne peut pas réaliser cette réforme. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Maroun Khater. Vous êtes chercheur en économie et en finance. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.